Messieurs les ministres, distingués délégués, mesdames et messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins
pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale. Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique. Il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux. Mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires, y compris les plus reculés, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme
de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie. Je remercie le président de la République démocratique du Congo pour sa déclaration et j'invite maintenant son Excellence Solange Wix, président de la République des Palau. Monsieur, vous avez la parole. Ali, Your Highness, Votre Altesse Royale, l'émir du Qatar, Monsieur le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que de me joindre à vous aujourd'hui à Doha, à l'occasion de ce deuxième sommet mondial pour le développement social, 30 ans après Copenhague. Je voudrais remercier Son Altesse de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli ce sommet important. Merci pour toute l'hospitalité, hospitalité très généreuse qui a été la vôtre, qui nous a fait vraiment nous sentir chez nous. Des progrès significatifs ont été réalisés, cependant il reste beaucoup à faire. Nous sommes réunis alors que notre humanité est partagée, notre humanité à tous est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve par l'inégalité, par les changements climatiques, par l'instabilité de l'économie mondiale et également par les besoins changeants de nos jeunes, des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap. Pour les Palau ainsi que pour de nombreux petits États insulaires en développement, ces difficultés ne sont pas des concepts abstraits. Il s'agit de réalités quotidiennes. Je suis pleinement solidaire avec le peuple de la Jamaïque. En effet, chaque tempête, chaque inondation, chaque marée montante érode non seulement nos côtes, mais les progrès, les moyens de subsistance et les espoirs qui sont les nôtres. Bien que nous soyons mis à l'épreuve, je suis convaincu que c'est notre unité, notre compassion et notre responsabilité partagée qui peuvent nous permettre d'aller vers un avenir durable et ouvert à tous. Notre vision nationale, Akot Arechat Erbalao, une société où personne n'est laissé pour compte,
détermine toutes les politiques que nous élaborons. La priorité va aux objectifs de développement durable. Nous sommes conscients que que ces objectifs sont liés entre eux et qu'ils doivent être traités comme un tout. Nous sommes conscients de l'obligation morale qui est la nôtre de protéger les plus vulnérables et de garantir la dignité et des chances égales pour tous. Par le biais de la loi sur la sécurité sociale, nous garantissons la stabilité des personnes âgées, des personnes handicapées, pour également les survivants. Nous avons mis en place une loi sur la prise en compte du handicap. Elle a porté création d'un bureau des personnes handicapées. L'objectif de celle-ci est de garantir l'accessibilité et la participation de plus de 15% de notre population et des handicapés. La politique nationale pour la jeunesse pour la période 2023-2027 s'efforce de garantir l'accès des jeunes à l'éducation, à la santé et également à la prise de décision. Nous avons mis en place des réformes fiscales qui ont pour but de soutenir directement les enfants, les personnes âgées et les personnes qui vivent et les familles qui vivent avec le handicap. Nous sommes également en train de renforcer nos systèmes de sécurité sociale et nos systèmes de retraite de manière à ce que chacun de nos citoyens puisse prendre sa retraite, en toute confiance et dignité. L'éducation est la base du progrès social. Mon père disait, tu pourras peut-être tout perdre dans une guerre ou à cause d'une tempête, mais tu ne perdras jamais ce que tu as appris. Et cette vérité définit notre avenir. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire augmenter les salaires des enseignants, pour reconstruire, pour remettre nos écoles à niveau et pour améliorer les matériels didactiques qui nous permettent de former nos jeunes. Mais notre plus grand succès a été, je crois, que nous avons été à même de garantir que chaque enfant puisse bénéficier à l'école d'un petit déjeuner gratuit. En effet, aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide, ou se trouver à l'école le ventre vide. Ceci a révolutionné l'école. Il a permis de lutter contre le décrochage scolaire, contre l'échec scolaire, parce que nous savons que lorsque les enfants sont bien nourris, ils peuvent se développer, apprendre et rêver. L'éducation n'est pas seulement un droit, c'est notre meilleure défense face à la pauvreté et c'est notre meilleure chance pour davantage de prospérité. Cependant, l'éducation doit également permettre de renforcer la résilience. Les changements climatiques peuvent balayer des décennies de progrès du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle... De la République, c'est de mettre un terme de manière définitive à cette guerre récurrente depuis plus de 30 ans qui dure 3 décennies. Et donc ce n'est pas une guerre qui dure 3 décennies avec des motifs qui sont ceux-là, ne peut pas se terminer comme un battement de doigts juste parce qu'on a signé un accord. Ceci dit, il faut regarder les contextes dans lesquels cet accord a été signé. J'espère que le compatriote qui nous suit et vous-même, vous avez eu le temps de lire cet accord parce que la particularité de l'accord de Washington, c'est que c'est un accord qui est venu spécifiquement régler les vraies raisons du conflit. Ça veut dire, il y a 2 pendants dans le conflit, il y a un problème sécuritaire, il y a surtout un problème économique parce que c'est finalement l'économie qui est la base de la guerre. Et lorsque nous sommes partis à Washington, discuter de tous ces éléments, il y a eu d'une part la République démocratique du Congo, évidemment le Rwanda. Et dans l'accord de Washington, il y a des principes qui ont été rappelés. Le premier principe qui a été rappelé dans cet accord, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Parce que pour nous, c'est un élément non négociable. Ensuite, il y a évidemment d'autres aspects qui parlent du désengagement, du désarmement, d'intégration et toutes les questions liées à ça. Donc, le Washington a la vocation de régler d'abord le conflit, le problème au plan sécuritaire qui se résume pour le Rwanda par des opérations à notre niveau
pour la neutralisation de la menace des FDLR et pour le Rwanda, le retrait de ces mesures dites de défense qui en réalité, ce sont ces militaires, ces matériels de spoofing et tout ce qu'il y a comme technologie ou éléments déployés en RDC. Ce n'est qu'après avoir fini cet aspect qu'on peut aller sur les aspects économiques. Bon, qu'est-ce qui a été fait depuis ce temps? Depuis ce temps, je pense qu'il y a eu trois réunions du mécanisme conjoint. Je suis dans l'accord, je souhaiterais que vous puissiez les lire avec moi. Au chapitre 3 de l'accord, il est prévu un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, c'est les mécanismes qui a été mis en place avec pour objectif de mettre en exécution le CONOPS. Le CONOPS, comme vous le savez, c'est les documents qui tracent plus ou moins les lignes d'engagement qui doivent être suivis pour permettre de traiter les questions sécuritaires, c'est-à-dire d'une part traiter la question des FDLR et d'autre part la question du retrait. À ces jours, plusieurs réunions ont été tenues à Addis Abeba la première, puis à Washington le 17-18 septembre, puis récemment le 22-23 octobre. C'est à la réunion du 22 septembre qui a eu les premières discussions techniques sur comment on élaborait l'ordre opérationnel. L'ordre opérationnel qui a été approuvé. Nous sommes toujours dans l'accord au chapitre 7. On parle de comité de surveillance conjointe. Les comités de surveillance conjoints comprennent les États-Unis, les Qatar et l'Union africaine. C'est comme un comité de supervision de ce qui est convenu. Et donc, lorsqu'on a élaboré l'ordre opérationnel, il faut maintenant que cet ordre opérationnel puisse produire les effets. 6 octobre, notre armée, a fait un communiqué destiné aux FDLR, parce que d'après le CONOPS, qui est en annexe de l'accord que je viens voulu vous donner, il y a la phase de sensibilisation qui est prévue avant de passer aux phases opérationnelles. Et maintenant, au moment où nous parlons, il y a des équipes de forces armées qui sont sur le terrain, dans des territoires bien ciblés, où il y a quelques éléments de ces forces pour qu'ils soient sensibilisés. Ça, c'est de premier point de vue. D'autres points de vue, après la partie sécuritaire, il y avait le volet économique. Oui. Le 30 août, beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Le 30 août, il y a eu signature de l'accord de principe portant création du cadre d'intégration économique régionale. Cadre d'intégration économique régionale, je suis toujours dans l'accord. Chapitre 6, cadre d'intégration économique régionale. Ça veut dire qu'on va mettre en place un cadre qui nous permette de traiter les questions économiques. Et avec le Rwanda, on en a beaucoup, parce que n'oubliez pas que nous sommes des pays frontaliers, n'oubliez pas que nous avons le lac en partage, n'oublions pas qu'il y a des questions intrafrontalières qu'il faut traiter. Mais la question sur ces cadres d'intégration économique régionale a été bien étudiée, mais malheureusement, on n'a pas encore signé. Pourquoi on n'a pas signé l'accord? Parce que les questions sécuritaires qui sont pour nous prioritaires n'ont pas encore trouvé des réponses. Et c'est en cela que les travaux continuent au niveau de la médiation américaine pour que le Rwanda fasse sa part. Parce que nous n'avancerons pas sur le cadre d'intégration économique régionale tant qu'on n'a pas épuisé les questions sécuritaires. Je rappelle ici que pour nous, c'est les retraits de toutes les troupes rwandaises et de ces différents matériels déployés sur notre territoire. Justement, Monsieur le ministre, c'est justement là où les bas blessent. D'abord, vous avez parlé du comité conjoint des surveillants de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Rappelez-vous, les 2 octobre dernier, les représentants du Rwanda, de la RDC, ainsi que des États-Unis, du Qatar, du Togo, la Commission de l'Union africaine ont tenu à Washington justement la 3e réunion, et le comité a reconnu qu'il y a des obstacles persistants, notamment pour la mise en œuvre de la neutralisation des groupes armés des FDLR et des factions associées, mais aussi la question du désengagement des forces de la LVC. Apparemment, c'est là où il se pose un problème. Justement, c'est parce que nous connaissons le Rwanda. Oui. Nous connaissons même la question des FDLR dans l'absolu. C'est un prétexte, mais qu'on a choisi d'évider. Exactement comme on a vidé les prétextes sur la question de réfugiés, exactement comme on a vidé la question sur le prétexte du discours de la haine, parce qu'officiellement, c'est les raisons de la guerre. Et c'est pourquoi il y a eu cette réunion du 2 octobre qui a entériné
l'ordre opérationnel qui avait été préparé par les militaires. C'est pour ça que notre armée, très rapidement, quelques jours après la signature, tout au moins après cette réunion du comité conjoint de surveillance, a lancé ses communiqués. Au moment où je vous parle, il y a des militaires qui sont sur terrain pour faire cette phase de sensibilisation parce que nous sommes dans les besoins rapides de recouvrer la paix parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, nos populations subissent un gouvernement par crime. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu des massacres, notamment dans le Rutshuru, avec un ciblage ethnique. Référez-vous au rapport de Human Rights Watch ou encore les rapports du haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme. Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui nous préoccupent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas penser que si ces choses ne sont pas totalement épuisées, qu'il peut y avoir un round à Washington entre notre président et les présidents du Rwanda, parce que l'impératif premier pour nous n'est pas simplement de faire des accords ou d'apparaître sur des photos. L'impératif pour nous, c'est les retours d'une paix que nous voulons définitive et durable. C'est ce qui va nous permettre de procéder aux étapes suivantes. Alors, vous suivre, Monsieur le Ministre, l'espoir doit continuer à demeurer par rapport à cet Évidemment, accord. nous faisons de progrès, Oui. même s'ils sont lents par rapport à la ferveur suscitée après la signature du 27 juin, c'est compréhensible, mais comptez sur nous pour que nous puissions faire davantage de notre part pour que la paix puisse arriver très rapidement. Et vous savez que pour que la paix revienne dans ce pays, dans cette partie du pays, il faut que le Rwanda agisse. Ça c'est pour l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, mais il y a également le processus de Doha. Là, apparemment, également, les choses ne semblent pas bien marcher. La question, c'est pas que les choses ne semblent pas bien marcher tel que vous le dites. La question, je rappelle encore que c'est un processus complexe. Bon, il faut pas oublier qu'à Doha, il y a évidemment le volet du fils, parce que le Rwanda, c'est le père, les M23 FC, c'est le fils de la brigade avancée. Donc, il faut voir dans quelle mesure traiter cette question pour que nous puissions vite régler les deux problèmes en même temps. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, le processus de Washington et de Doha sont complémentaires. Même si par malice et par manipulation, les Rwandais ont toujours voulu se distancer de leur créature préférée, mais le fait est que le M23 n'existerait pas si le Rwanda ne voulait pas qu'il existe. Et donc, l'idée, et même là, au 19 juillet, nous avons signé un accord de principe. Dans l'accord de principe, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle mesures de conscience. Dans les mesures de conscience, il y avait évidemment un volet qui concernait la libération de prisonniers et le processus sur la libération de prisonniers a été fixé autour du CICR et conformément aux lois congolaises. Ensuite, il y avait la question de la mise en place du mécanisme de cessez-le-feu. C'était un autre point qui a été vidé, même si son degré d'application sur le terrain n'a pas encore véritablement commencé, mais il y a à la fois le mécanisme des cessez-les-feux qui a été fixé et la question sur la libération de prisonniers. Lorsqu'on a fixé ces deux questions qui étaient prioritaires, nos experts sont dans la discussion des fonds. Pour ce qui concerne l'accord, évidemment, dans des discussions de ce type, il y a toujours des prétentions élevées parce que le père rwandais a besoin toujours de gagner 1 jour ou 2 jours de plus pour continuer les processus criminels qui commettent sur les zones occupées. Mais ceci ne nous empêche pas de continuer. Je pense que le président de la République qui suit assidûment les dossiers, notamment celui du processus de Doha, s'implique quotidiennement pour s'assurer que les discussions, en tout cas que nos lignes, puissent être respectées. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous pourrons avoir de nouvelles du côté du Qatar. Monsieur le ministre, avant d'ouvrir le standard, une question tout de même, parce qu'il y a au regard du fait que le processus traîne, vraiment se matérialiser comme il se doit sur le terrain par rapport au calendrier. On a parlé par exemple de la neutralisation des FDLR et de la levée de forces de défense rwandaises qui en principe devait commencer le 1er octobre, mais jusque-là, ça prend du retard. Il y a ceux qui estiment qu'il
qu'il faut absolument, on ne peut pas parler du processus sans revenir à ceux qui réclament qu'il faut absolument un dialogue inclusif. Vous avez suivi le président angolais qui est le président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, qui est revenu également par rapport à cela, qu'il faut non seulement neutraliser le FDLR, et aussi le retrait des forces défensives du Rwanda, mais aussi il faut un dialogue à l'interne, inclusif. Il y a ceux qui estiment qu'on n'a pas besoin d'un dialogue, et notamment les chefs de l'État qui a rejeté toute idée d'un dialogue avec les représentants de ceux qui agressent la RDC. Écoutez, j'aimerais être bien clair sur ces sujets. Oui. Nous avons le processus de Washington qui continue. Nous avons le processus de Doha. Nous devons être méthodiques. Nous ne pourrons véritablement aller au dialogue que lorsqu'on aura épuisé les deux processus. Mais ceci dit, par rapport au dialogue, il existe déjà une feuille de route qui a été proposée par les confessions religieuses. Je ne voudrais pas revenir sur les discussions qu'il y avait. Le président va recevoir les prêtres ou pas, etc. Il y a eu plusieurs initiatives qui sont parties dans ce sens. Et d'ailleurs, il faut saluer l'esprit des transcendances de nos pères parce qu'ils se sont remis ensemble avec les autres confessions religieuses, notamment celle dirigée par l'évêque Ejiba, pour convenir d'une feuille de route. Et le moment venu, le président de la République, article 69, garant de la Constitution, du bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui décidera du moment du début du dialogue, de l'exécution de cette feuille de route. Et donc, il faut qu'on termine Washington, qu'on termine Doha. Ensuite, on va aller vers ce dialogue. Et je reviens sur ce que le président de la République a dit. Il faut que cela soit bien compris. Le président, comme toujours, a toujours été, permettez la tautologie, ouvert au dialogue. Un homme des dialogues, un homme des discussions. Mais ces dialogues, s'il doit avoir lieu, il doit avoir lieu pour régler des problèmes précis. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un mélange. Parce qu'il y a eu entre-temps des frustrations accumulées, d'abord par ceux qui ont délibérément choisi de saboter les processus électoraux et qui veulent profiter de la crise sécuritaire que nous connaissons pour faire un retour sur la scène politique à travers le dialogue. Alors, à quoi ça sert d'aller au dialogue avec ceux qui ne sont pas en mesure de nommer l'ennemi? Le président de la République a été clair. Il y a des Congolais aujourd'hui qui réclament à tout prix la tenue de ces dialogues, mais qui ne sont pas en mesure, eux, de citer l'ennemi. Alors, Marcel, même dans nos traditions, on dit « les linges sales se lavent en famille ». Mais quand on veut laver les linges sales en famille, on commence par s'asseoir, poser les problèmes, appeler les chats par son nom. Comment pensez-vous venir dans un dialogue où on est censé régler des problèmes de fond sans que vous ne puissiez être en mesure de faire un diagnostic qui est partagé mondialement? Lorsque nous, on parle de la présence de troupes rwandaises, vous ne pouvez pas nous croire, mais il y a des rapports des Nations Unies, il y a les rapports du gouvernement américain, du gouvernement français, mais seuls ces Congolais ne voient pas toutes ces choses. Ils le savent, mais délibérément, ils choisissent d'être complices de l'agresseur parce qu'on ne les dénonce pas. Mais alors, pourquoi ces gens-là seront qualifiés? Pour un dialogue, on veut régler les problèmes des fonds entre les Congolais, mais eux, ils ne sont pas en mesure, eux, de reconnaître d'où vient le mal. Voilà, on retient que le processus de Doha, celui de Washington, en tout cas, c'est long. Le ministre Patrick Mouyaya, le processus se poursuit. Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à cela. On attend de voir comment tout cela va aboutir. Mais un petit commentaire rapidement. Selon Jeune Afrique, il y a, malgré le progrès insignifiant par rapport à ces processus, il y a la Washington qui ne baisse pas le bras, qui tient encore une fois, après la rencontre qui a raté, je pense, en ce mois d'octobre, faire encore en sorte que le président Kagame et Congolais puissent se retrouver à Washington. C'est une très bonne chose, vous pensez? Écoutez, l'objectif ultime, c'est le retour de la paix. Et je voudrais vous rappeler ici
que le président de la République, dès son arrivée aux responsabilités en 2019, il a fait le choix de la paix. Il a été au Rwanda, il a été en Ouganda, il a été dans tous les 9 pays voisins. Je rappelle encore, parce que certains semblent oublier, que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a été au premier plan pour réconcilier les présidents rwandais et les présidents ougandais, août 2019. Il y a des documents, il y a des photos qui l'attestent. Donc, le choix de la paix est le premier choix que le président de la République a fait. Bien au-delà du scepticisme justifié de l'opinion publique, notamment lorsqu'il a décidé que nous devions adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais parce que le choix de la paix, c'est le choix du courage. Et aujourd'hui, le président de la République est évidemment bien disposé, mais il ne saurait s'associer à une telle initiative qui serait l'acte final que si nous avons de progrès dans ce qu'on a commencé. Voilà, ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'on n'a pas signé l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. J'étais il y a presque 10 jours ou 2 semaines à Washington. J'ai assisté à une grande réunion des bailleurs convoqués par les départements du Trésor américain pour voir comment on peut mobiliser les fonds pour que le cadre d'intégration économique régionale, dès qu'il est mis en place, qu'ils aient des financements à disposition pour des projets. Mais rien de ceci ne pourra arriver si les Rwandais ne retirent pas leurs troupes et leur matériel de défense de notre territoire. C'est une ligne rouge. Voilà, Excellence, on revient à vous. Le temps pour nous d'ouvrir, Monsieur le ministre, on revient à vous. Le temps pour nous d'ouvrir les standards. Il y a déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Bombashi, Christian KCC qui est à Kinshasa, Mos Bissimois qui est à Bukavu. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen, parole aux auditeurs. Et nous parlons aujourd'hui avec le ministre Patrick Muyaya de l'état d'avancement de l'accord de